Donc on va passer à la troisième partie de la restitution donc de cette année, avec des projets tout juste livrés, avec des temps de projet très longs. Le premier, donc il s'agit de la réhabilitation d'un ensemble HBM, la Cité des Chaux-Fourniers à Paris. On est dans le 19e arrondissement, donc un maître d'ouvrage, Paris Habitat, une équipe de maîtrise d'œuvre représentée donc par les architectes de Jean Marin et associés, et un programme très très lourd de réhabilitation de 468 logements sociaux, du T1 au T5, avec la particularité aussi dans ce projet d'avoir une requalification totale des espaces extérieurs. Une très belle réhabilitation patrimoniale, complexe, avec parallèlement très complexe donc dans la gestion, puisque une gestion de relogement, une opération tiroir donc en site occupé, comme on dit, une rénovation ambitieuse, puisqu'on atteint voilà, le label BBC Finergie Rénovation, avec une consommation proposée de 88 kWh par mètre carré et par an, et une réhabilitation des logements qui propose une réorganisation des typologies en réintégrant chaque locataire chez lui après les travaux. Donc une très grande complexité d'organisation, avec la création du coup évidemment de logements intermédiaires pour ce relogement temporaire. Donc là, on n'est pas comme les précédents projets, c'est pas une notion de déclassement. Les logements, on le verra notamment cet après-midi avec Patrick Dejean qui nous rejoindra pour une table ronde. Et puis, on reviendra sur cette question de déclassement avec Loïc Josse, que je vois dans la salle, qui va me rejoindre tout à l'heure. Bonjour. Donc là, on est bien sur une réinterprétation du logement dans ses murs, avec une très belle compréhension des architectes de la notion aussi d'espace servi, d'espace servant, une très très belle compréhension structurelle des lieux pour réorganiser aussi beaucoup de technicité. Donc, je passe là. Donc là, une photo des espaces extérieurs revisités. Donc une restructuration paysagère de cet ensemble. Des espaces du coup extérieurs semi-privatifs, avec aussi la création de logements, de locaux communs, avec une maison des jardiniers. Comment ça se traduit? Ça se traduit par une démolition généralisée de tous les sols minéraux et la multiplication donc de ces espaces, la création d'espaces libres donc en pleine terre, ce qui permet aussi une mise à distance des rez-de-chaussée par la végétalisation et par la création aussi de jardins partagés associés. Mise à distance importante des rez-de-chaussée, puisque il y a aussi dans l'adaptation sur ces rez-de-chaussée de toute la mise en accessibilité PMR des logements. Donc, régler des dysfonctionnements, les usages et les services, on l'a vu, des services qui parfois étaient inexistants ou inégalement répartis. Donc, cette proposition de rationalisation, comme je le disais, avec l'intégration de services au bâtiment. Et puis, le travail aussi de nouvelles séquences dans le traitement des halls et la mise en accessibilité, donc je l'avais dit, logement PMR pour 17 logements. Je ne reviens pas sur l'habitat parce que Patrick Dejean va le développer largement cet après-midi dans sa table ronde. Mais sur ce projet, on a vraiment une très belle compréhension structurelle des lieux, qui permet de mettre en cohérence les structures existantes avec des nouveaux cheminements, y compris des nouveaux cheminements techniques de tous les nouveaux passages de réseau en partie commune. Et puis là, vous le voyez sur la photo précédente et sur cette photo-là, on est voilà dans une période d'origine années 20, avec une très belle ornementation en façade. Donc évidemment, un site, on est dans un site occupé, mais mine de rien, on est dans un site libre pour l'opération. Donc une intervention à l'intérieur des logements pour traiter la question thermique. On le voit sur cette coupe. Et comme le précédent projet, une intervention thermique qui va embarquer aussi l'intervention acoustique, qui est un vrai sujet sur ces périodes-là architecturales, sur la qualité du confort d'usage, pouvoir régler, et ça il en reparlera aussi cet après-midi, le confort acoustique.
sur ce sujet, mais Franca en parlera aussi cet après-midi et elle vous donnera le lien. Une très belle table ronde avait eu lieu au CAUE 75 dernièrement avec Xavier Brunkel, Hélène Schaurer Paris Habitat et Marie-Jeanne Dumont, notamment qui revenaient sur cette période-là et la réhabilitation de ces cités, de ces ensembles, voilà, à la période sur les grandes cités Rothschild. Donc c'est vraiment passionnant. Franca, tu as le lien et tu y reviendras certainement, évidemment, avec Patrick Dejean. La deuxième opération dont je vous fais la synthèse est une très belle opération de transformation d'un ancien couvent. Donc là, nous sommes en Essonne à Hyères, qui vient d'être livré. Un bâti d'origine assez exceptionnel, avec différentes périodes de construction, des bâtis début 20e, et puis un couvent de 1936, une extension et la création d'un cloître en 1952. Donc une maîtrise d'ouvrage d'origine, il s'agit d'une congrégation religieuse, et un programme, un nouveau programme, la création de 23 logements d'insertion qui vont du studio au T4, du logement social et une salle associative. Avec une maîtrise d'ouvrage extrêmement engagée, la SNL, Solidarité Nouvelle de Logement, donc qui est une foncière solidaire, et une maîtrise d'œuvre donc de l'opération de transformation de tout ce site, MAP Architecture. Peut-être que Philippe Chamblas est dans la salle. Je crois. C'est pas grave, pour en témoigner. Et donc un projet ambitieux aussi, énergétiquement parlant, puisque le projet est sur la ligne du label BBC Effinergie Rénovation 2009. Donc une singularité sur ce projet, on est, vous voyez un petit peu les critères qui s'affichent, on est sur une approche frugale, une démarche de réemploi, un respect du déjà là, un site exceptionnel. On a un parc boisé, des espaces déjà très qualifiés, partagés, jardinés, et puis finalement une programmation qui va embarquer une très belle mixité programmatique de logements, une pluralité de logements aussi, une pluralité de typologies de logements et des espaces communs appropriables librement, avec une très belle réhabilitation qui embarque aussi la notion du confort d'été. Voilà, donc des images de l'existant. Une autre particularité aussi, la volonté de faire de ce lieu de vie un lieu de vie intergénérationnel, qui s'appuie aussi, donc ça on pourra peut-être en reparler dans le processus du projet, sur une mobilisation citoyenne très forte, avec l'engagement aussi de la ville, de partenariats associatifs, des soutiens publics et des soutiens privés. Donc on est sur un enjeu, bien sûr, d'un respect d'un patrimoine, un projet architectural et paysager, en lien étroit avec une foncière solidaire, une équipe bénévole qui va intervenir sur les multiples usages de projets sociaux pensés en commun, et puis une conservation exceptionnelle et bien sûr une autre volonté très forte dans ce site qui pouvait paraître enclavé à l'origine, la volonté d'ouvrir ce site, d'ouvrir ces logements et cette mixité de programmes, de salles associatives, notamment sur le quartier. Finalement, c'est une démarche un petit peu commune dans le type de commande qu'on a pu avoir avec Jusier précédemment. Donc une commande qui se traduit aussi par une consultation, une pré-programmation qui est établie par SNL pour assurer évidemment la viabilité de l'opération, évaluer quand bien même en gros le nombre de logements, monter un dossier de financement. Et puis après, on a une consultation, 3 architectes, des intentions, couché sur A3, un oral devant un jury assez nombreux de tous les partenaires du projet. Et puis, finalement, un architecte qui cite, c'est tout ce qui nous a été demandé au début, juste une intention, sans budget, comment on allait s'y prendre, comment on allait travailler, quelles étaient nos valeurs, c'est important. Et finalement, ça interroge aussi le modèle d'accès à la commande de ce type de projet, extrêmement sensible, où on demande évidemment après, avec un travail d'une équipe pluridisciplinaire de maîtrise d'œuvre, de travailler sur le budget économique a posteriori. Et le troisième projet,
Alors, évidemment, c'est un peu court, hein, vu l'ampleur du projet. C'est un projet exceptionnel. L'analyse est presque terminée et en cours. C'est un projet aussi qui embarque une démarche très forte de réemploi, une approche très frugale. Ce projet, on va en reparler. On va organiser bien sûr des visites et des entretiens inhérents à tous les acteurs de projet. Encore une fois, je m'excuse d'être assez synthétique. Mais voilà, c'est Hélène David et Marcella Concy, donc toutes les deux architectes au CAE 91, qui sont aux manettes sur cette opération. Et je pense que très prochainement, au printemps ou voire début d'été, en juin, voilà, on pourra organiser une visite. Et j'invite maintenant Loïc Josse de l'agence Ellipse. Loïc Josse, associé à Patricia Martineau, qui me rejoint pour aborder le dernier projet de la restitution de ces travaux. Bonjour. Une très belle opération, celle de la réhabilitation d'un grand ensemble des années 60, labellisé ACR d'ailleurs, la Cité de l'Étoile, construite par Georges Candilis à Bobigny. Et une réhabilitation donc embarquée par une maîtrise d'ouvrage, Emmaüs Habitat. Une réhabilitation très lourde, en milieu occupé, de 340 logements. Alors, j'introduis... Bonjour, merci vraiment de nous avoir rejoints. La Cité de l'Étoile, c'est une sacrée histoire. C'est l'histoire d'un concours, les concours millions, comme on les appelait, lancés par le mouvement Emmaüs au sortir de la Seconde Guerre mondiale. On est, voilà, l'appel de l'abbé Pierre en 1954. Il faut dépasser le modèle de la cité d'urgence, mais il faut loger le plus grand nombre dans des surfaces petites, réduites. On évoque voilà, des surfaces type T3 d'une 50aine de mètres carrés. Et il faut construire l'opération avec 1 million de francs au lieu de 2 millions, si j'ai bien compris. C'est un peu ça le cadre. Voilà. Ouais. Candilis, lui, il y répond avec Josic et Woods, et il propose une construction de masse, une architecture rationnelle, une architecture composée. Et c'est un petit peu ma première question sur cette idée de rationalité et de composition de plan masse. Est-ce que vous pouvez justement nous décrire finalement la façon d'aborder ce projet urbain avant tout, d'aborder ce plan masse et sur lequel vous allez largement contribuer dans votre lecture pour intervenir? Voilà, bonjour. Bon, tout d'abord, effectivement, l'opération, c'est la rencontre d'un concours qui était lancé par le ministère, le MRU à l'époque, le concours Million, dont on vient de parler, avec un terrain qui est donné à Emmaüs, à Bobigny, et donc qui est l'opportunité de sortir en fait des logements d'urgence que Emmaüs avait fait auparavant pour faire c'est la première cité effectivement de logement social. Alors avec effectivement le produit que propose l'équipe Candilis Josic Woods, c'est quelque chose de relativement simple. C'est une combinaison de 4 logements reliés par un escalier et séparés par des demi-niveaux. Et avec cette combinatoire, on va créer une diversité à la fois volumétrique, puisque à chaque fois, l'escalier permet d'inverser effectivement le volume à desservir, de créer une diversité volumétrique. Et puis, je dirais, dans l'équipe, c'est plus Josic met sa patte pour travailler une esthétique qu'on appellera pour cette cité un peu Mondrian, une esthétique particulière très développée, notamment sur la composition des pleins, des vides et un pourcentage de vitrage qu'on ne fait plus actuellement, parce qu'on se retrouve avec quelque chose de très ouvert. Donc ça, c'est effectivement le produit de départ. Et nous, quand on intervient au niveau du projet urbain, on a une première, on est en 2010 déjà, ça fait longtemps. Le ministère de la Culture vient de poser une instance de classement parce que le projet qui a été conventionné au tout départ est un projet qui est
sur lequel l'ABF, qui est l'ancien Bruno Mongoli, l'ancien directeur d'ici, est totalement contre. Et comme on a à proximité des éléments historiques comme la gare de la déportation qui viennent d'être classés, on peut intervenir, l'ABF peut intervenir. Et donc, dans ce contexte, on nous demande de refaire un nouveau projet par rapport au projet ancien qui était assez destructeur, en tenant compte du plan masse, de la qualité du plan masse et de l'architecture, les deux éléments. D'où l'idée, effectivement, de retravailler, alors on ne voit pas, sur des axes de désenclavement de la cité qui imposaient certaines démolitions et pour lequel on a eu un consensus, c'est-à-dire qu'il y a eu un groupe de travail qui a été composé par l'ANRU à l'époque, le ministère de la Culture, l'ABF, qui a suivi effectivement le projet et qui a permis de limiter, de garder plutôt des ensembles cohérents sur la cité, notamment, on le voit sur cette image, c'est un peu un espace central, un cœur d'îlot central qu'on appelle le carré rouge, de garder cet élément et de minimiser les démolitions. Oui, finalement, la vue aérienne est peut-être pas la bonne. Il aurait fallu qu'on dézoome un petit peu parce que dans une très belle conférence que vous aviez donnée à la Cité de l'Architecture, on la trouve encore sur Internet. Je vous invite à l'écouter dans son intégralité. C'est une très belle histoire que ce récit. Si on dézoomait un petit peu, effectivement, on verrait ce site dans un quartier beaucoup plus large et toutes les connexions et toute la façon dont vous avez vraiment abordé le projet urbain. Et finalement, cette pensée urbaine dézoomée, cette échelle d'intervention, puisqu'il y a eu des démolitions, et il y a eu des nouvelles constructions neuves qui répondaient aussi à une demande, à une mise aux normes. Finalement, tout ceci innerve le projet dans vos choix de création d'espaces publics, mais à l'échelle de quartier, dans vos choix, peut-être vous allez nous en parler, de requalification des halls, des cheminements. Vous abordez dans un premier temps le projet par son sol et par son plan masse. Alors sur le projet, on va le voir, effectivement, nous on s'est mis dans une position, effectivement, c'est un projet, la cité était vraiment très dégradée au niveau de l'image architecturale. Elle avait subi plusieurs interventions de réhabilitation, mais qui avaient dégradé vraiment l'image. Elle fonctionnait relativement mal. Et nous, notre intervention, on va y revenir peut-être, a été plus de retrouver ces qualités d'origine, qui étaient des qualités réelles et qui disparaissaient sous un travail de coloration insipide, etc. On avait passé la cité en noir et blanc, quoi, en fait. Ouais, noir, gris, blanc. En gris, même pas en noir et blanc, mais en gris passé, bleu, délavé. Donc, nous, on va le voir sur la partie, je dirais, des façades. On a essayé de retrouver la qualité du projet d'origine. Vous n'aviez pas de trace de la couleur, en fait, à l'origine. On va revenir peut-être au sol après. Mais j'ai pas répondu. On n'a pas répondu sur la question. Non, notre travail, nous, dans le travail d'origine de l'équipe Candilis, il y avait une accroche au sol qui n'était pas satisfaisante. Donc on était sur une époque où on avait des halls traversants, même pas des halls, des passages traversants. Il n'y avait pas d'ancrage réellement de la cité sur les rez-de-chaussée. Les rez-de-chaussée étaient plutôt des locaux annexes, etc. Donc nous, notre travail, on a apporté effectivement des changements. C'est sur tout le traitement des rez-de-chaussée, que ce soit sur les logements millions, voilà, ou sur la tour également, puisque la tour, par rapport au projet urbain, on a retourné le hall de l'autre côté pour le mettre sur le mail qui va vers
le grand quadrilatère, hein, donc, qui s'ouvre sur Pantin. On a retourné la tour et pour ce faire, comme on avait des demi-niveaux toujours, on travaille toujours sur des demi-niveaux. Bon, ben, on a démoli une partie et on se retrouve avec un hall double cœur qui correspond à l'image un peu de la tour, puisque sinon on avait l'impression de baisser la tête en rentrant dans la tour. Donc il y a ce travail de réparation au niveau du sol, au niveau des espaces communs, au niveau des cheminements. Donc on en vient à ce travail voilà, de recherche colorimétrie, Ouais. parce que vous faites des découvertes. Alors, effectivement, nous, quand on travaille sur la recherche en fait des couleurs, il faut savoir que on est sur des matériaux relativement pauvres, on est sur une construction économique, donc c'est des pignons en béton, on a une structure de refend et les façades ne sont pas porteuses, elles sont en briques enduites, donc on est sur du matériau économique. Donc, et l'important, c'est effectivement de retrouver sa plastique colorée. On n'a que des photos en noir et blanc, prises par Alexis Josic en général, c'est lui le photographe. Et on a un autre exemple, puisque juste après cette opération qui démarre dans les années 55 hein, à peu près, on a l'opération de Bagnols-sur-Cèze où l'équipe de Candilis Josic a gagné le concours. Et là où on a de la couleur, où on a des photos en couleur. Donc on réintuite que la cité est très colorée aussi. Et donc avec l'ABF, qui à ce moment-là c'est Diat Amelikesh, qui est ABF, elle nous dit mais il faut rechercher vraiment les couleurs d'origine. On avait simplement les menuiseries, on savait qu'elles étaient en bois noir, parce que ça on le voit, très foncé en tout cas. Et donc elle nous dit mais il faut faire une stratigraphie, comme dans un monument historique. Et on a fait donc, je crois, 350 points de recherche. Et à partir de là, on est reparti effectivement sur la démarche de départ, qui était des façades, on les voit, les façades pleines, elles jouent sur des vides et des pleins, sur une modénature très rigide qui rencontre des pleins avec des niveaux différents, et avec deux variantes, soit les pleins sont blancs et la modénature est grise, soit l'inverse, c'est-à-dire qu'on a les pleins sont gris avec une modénature blanche. Et donc ça va composer la façade, je dirais, de base, avec des menuiseries noires. Et donc on a tout changé. La réhabilitation avait mis toutes les menuiseries en PVC blanc. On a eu la chance de pouvoir, au niveau financier, passer en menuiserie aluminium noir et de retravailler, de reprendre un petit peu l'écriture Mondrian qui avait été faite sur ces menuiseries. On a redécliné d'ailleurs sur les halls et sur les rez-de-chaussée. Et donc, à partir de là, l'idée on a retrouvé également la coloration de base qui est très liée à la volumétrie, c'est-à-dire que l'équipe de Candilis Josic l'avait fait uniquement on le voit, dans les retours de volume. Et donc, ça nous donne des lames de couleurs qui viennent, plus certains balcons, mais des lames de couleurs, et sur lesquelles, on a retrouvé à chaque fois deux couleurs, un rouge et un jaune. Et à partir de là, il y avait aussi un gris un peu plus foncé sur les fonds de coursives. À partir de là, on a proposé à l'ABF une réinterprétation un peu plus moderne de ces couleurs, c'est-à-dire qu'on est parti en lazur, et en lazur métallisé, qui donne un peu le côté brillant, chatoyant et pas terne par rapport aux couleurs anciennes qui avaient pu être utilisées à l'époque. Donc voilà l'histoire de la couleur sur la cité, et on la retrouve. Ce sont des éléments qui sont marquants et ils sont très liés à la volumétrie.
pas du Ouais. plaquage de couleurs. Voilà. Alors le deuxième grand sujet, on l'a vu ce matin avec la faisanderie à Fontainebleau, on déclasse, mais dans l'autre sens, Oui. on avait des logements Ouais. trop grands, enfin trop grands. Un logement, c'est jamais trop grand, mais qu'il fallait optimiser, mais un procédé constructif, une structure qui le permettait. Là, on a des logements trop petits. On a des T3 d'une cinquantaine de mètres carrés. 50, ouais. Donc, trouver une solution pour les déclasser, et c'est la condition sine qua non pour éviter la démolition. Et donc là aussi, on a une structure, une pensée constructive, et puis après, votre intervention, votre lecture, qui permet de réintervenir. Et parce que en plus, j'imagine qu'il y a une cohérence de la façade et du plan. Donc les deux combinés dans cette double complexité, voilà, vous réussissez à proposer une typologie viable avec des surfaces acceptables. Alors, ça va peut-être pas vous aider, mais je repasse. Oui. Alors, c'est très clair, mais on ne le voit pas suffisamment. Mais effectivement, donc, il faut dire que d'abord, ces plans qui correspondaient à des surfaces de l'époque étaient très bien conçus, notamment traversant systématiquement et avec des perspectives, c'est-à-dire que le couloir était en face de la fenêtre, etc. Enfin, il y a tout un travail. Donc nous, l'idée première était effectivement que si on voulait remettre la cité dans un fonctionnement et dans un fonctionnement nouveau, il fallait qu'on retrouve plus les surfaces maintenant actuelles. Donc on a proposé de déclasser systématiquement, c'est-à-dire que les T3 devenaient des T2, les T4 des T3, etc. Sur la cité, on avait quand même une prédominance de T3 et T4, de petits T3 et T4, sauf dans la tour où on était déjà sur des plus petits logements, c'est des studios principalement dans la tour. Donc à partir de là, on a retravaillé et en gardant l'idée, alors si on parle de logement habité, mais vous ne l'avez pas encore fait, mais je pense que ça va être fait, le problème du plan de départ, pour gagner de l'espace, le couloir passait dans le séjour. Et donc, quand on regardait comment les gens habitaient, c'était très serré. Donc, l'idée de déclasser, ce n'était pas simplement d'amener de l'espace, mais on a décalé ce couloir pour rendre le séjour entièrement au séjour. La même notion d'espace servant, espace servi, dont on reparlera aussi cet après-midi. Voilà, et donc le couloir, on l'a recalibré aussi en liaison avec la façade, une fenêtre, mais donc ça a permis effectivement de retrouver un véritable séjour, ce qu'il n'y avait pas. Et le deuxième élément, c'était si on faisait que ce déclassement, on se retrouvait qu'avec que des petits logements. Donc on a proposé effectivement, puisque en fait les modules sont principalement sur un niveau, j'ai dit c'est 2 logements, c'est des petites coursives. Donc on avait 4 logements. Et donc on a proposé de faire sur une partie de l'opération que ces 4 logements deviennent 3 logements. Donc globalement, dans la réhabilitation des logements, on perd 20% de logements. Et ça a permis de retrouver quand même une typologie avec des logements familiaux, principalement des T4 aux étages, et on a même fait quelques T5 en regroupant 2 anciens T3. Donc, ce qui a permis d'embarquer une granulométrie diversifiée. Voilà. Et qui a permis d'embarquer une réhabilitation, une restructuration et non pas une démolition. Finalement, aujourd'hui, on a beaucoup ce sujet d'adaptation, qui va jusqu'à la réversibilité. Vous, dans votre exercice, finalement, est-ce que cet exemple vous interroge dans votre production, y compris dans le neuf, enfin surtout dans le neuf, sur des choix constructifs cruciaux pour embarquer ces notions-là d'adaptation? Oui. Ben, là, on avait aussi la chance d'avoir c'était une construction économique, mais des trames relativement régulières, assez larges quand même pour l'époque,
et donc qui permettait C'est-à-dire effectivement vous vous rappelez j'ai plus la trame, mais effectivement, ça nous permet de jouer à la limite de démolir toutes les cloisons, etc. On a une trame porteuse qui était assez souple. Par contre, en termes sur d'autres points, comme la thermique, on a été obligé, vu la configuration des façades qui est avec des petits décalages de quelques centimètres, etc., les corniches, les pleins, etc., il n'était pas question de faire... C'est pas un problème de matériaux, là, c'était un problème de design. On ne pouvait pas faire d'isolation par l'extérieur. Donc, on a mis tout sur l'isolation intérieure. Et comme on déclassait, je dirais, la perte de mètre carré intérieur était compensé par le fait qu'on passait d'un T3 au T2. Donc le T2, il est plutôt généreux, hein, il est plutôt assez grand. D'ailleurs, pour la petite histoire, après, sur cette opération, parce qu'elle a duré quand même 10 ans, on a les... Entre les études et les travaux, disons non, oui, entre les études et les travaux, puisqu'en fait, le projet urbain a pris 2 ans et demi pour. Enfin, le projet urbain, lui, il a pris 6 mois, je dirais, mais pour avoir le financement, mettre tous les acteurs d'accord. On est passé de 2010 à 2013, et 2013, on commençait les études, et on a fini en 2023. Voilà, donc, 10 ans de travaux, mais comme tous les travaux se sont faits en milieu non occupé, finalement, même la tour, au début, la tour, on pensait, on va la faire, et en fait, on l'a fait en milieu semi-occupé, c'est-à-dire comme les tours Candilis, c'est des tours étirées, c'est pas des monolithes. En fait, ils ont étiré le volume dans 4 directions. Et donc, on a fait une réhabilitation guidée par morceaux, donc en 3 ou 4 phases. Et donc, la réhabilitation, effectivement, pour l'ensemble des autres des opérations millions des bâtiments bas, c'est fait effectivement en milieu non occupé, donc ça voulait dire relogement, etc. D'où le fait que l'opération dure aussi longtemps, ce qui est un peu dommage peut-être, parce que c'est vrai que sur le quartier, 10 ans, c'est long. Un grand merci, Loïc Josse, pour ce témoignage. C'est encore une fois une histoire passionnante. Merci à Justine Bourgeois aussi, du CE 93. Qui a participé évidemment à l'analyse, à l'entretien. Justine, diplômée de l'ENSA Paris-La Villette, qui a même voilà, sa place dans l'expo en rez-de-chaussée. Voilà. Justine à l'honneur. Il devrait y avoir des questions, j'imagine, sur cette histoire. C'est un peu court hein, quand il faut faire la synthèse de tout ça, sur des sujets pareils. Et puis voilà, on n'a peut-être pas tous les documents nécessaires à la bonne compréhension. Ouais. On aura l'intégralité voilà, des documents graphiques aussi dans la fiche qui permettra de mieux comprendre vos propos illustrés. Voilà, et même il y a un petit bouquin chez Archibook qui existe sur... on en avait fait 2. On en avait fait un avant le démarrage des travaux et on en a fait un à la fin des travaux. On communiquera les références de tout ça. Justine. Oui, je vous remercie beaucoup Loïc Josse d'avoir accepté de venir présenter l'opération. Donc effectivement, on est en train de l'analyser. On va intégrer donc des plans habités et donc on intégrera justement on expliquera en fait comment ont été restructurés les logements. Je voudrais juste témoigner du fait que j'ai eu la chance de pouvoir interroger, de faire une interview avec Loïc Josse récemment. Et il m'a apporté une information qui, moi, m'a quand même beaucoup touchée, qui est importante, je trouve, c'est qu'en fait, avant de démarrer le projet, son équipe, a fait un voyage d'études. En fait, ils sont allés visiter tous les projets de Candinis, enfin, qui se ressemblaient, en tout cas, à celui de la Cité de l'Étoile. La Cité de l'Étoile, c'est l'une des premières opérations, en fait, réalisées par Candinis. Il y en a eu d'autres ensuite. Et donc, du coup, il a retrouvé des typologies
très semblables, d'autres tours, d'autres bâtiments qui combinaient comme ça des demi-niveaux, des logements, etc. Et donc, en fait, ça donne des clés de lecture indispensables, je crois. C'est de faire ce travail de préalable, de recherche. Historique, et aller dans les archives, etc. Et aussi peut-être d'aller voir d'autres bâtiments du concepteur, même s'il est inconnu, mais il en a forcément construit d'autres. Ou la conceptrice, pourquoi pas. Enfin voilà, concepteur, conceptrice, des bâtiments avant de réhabiliter. Voilà, c'était un message. Merci. Oui, j'ai juste oublié de dire, j'en profite, qu'on avait travaillé le projet urbain, en fait, avec un historien de l'architecture en même temps, Richard Klein, qui est au Docomomo. Donc voilà, donc c'est avec lui qu'on a travaillé et essayé de rebâtir le projet. C'est vrai, quand on connaît la fragilité voilà, dans l'œuvre de Candilis en ce moment, capitaliser sur une recherche commune, évidemment, et en comprendre ses effets sur des sauvegardes, ça paraît essentiel. C'est un message à faire passer dans les écoles. Pablo. Que cette opération, qui me semble remarquable comme qualité de rénovation, devrait pouvoir inspirer un peu l'avenir de Toulouse-les-Mirailles, de Candilis également, où il y a un nombre important de bâtiments qui ont été démolis, d'autres qui sont voués à la démolition. Et quand on voit la qualité et les potentialités de cette architecture, je pense que ça pourrait être un exemple à suivre sur les Mirailles notamment. Oui, exactement. Je pense que c'est une opération à montrer largement dans ce contexte-là. Je pense qu'il y a certains acteurs à qui on va diffuser. Peut-être, si vous me permettez, une petite question d'actualité. Parce que vous savez que maintenant, dans les stratégies énergétiques, il y a quand même des aides assez importantes de Prime Rénov', l'ANA, enfin bon, de l'État. Et là, vous commencez en 2010. Vous utilisez des stratégies énergétiques quand même en milieu non occupé d'ailleurs, d'ITE et puis de menuiserie. Est-ce que vous savez à peu près comment évaluer le gain énergétique que vous avez, sur lequel vous avez abouti avec cette opération? Et est-ce que vous avez eu des financements qui ont été orientés purement sur ce gain énergétique? Alors, je n'ai pas tout bien entendu, mais en niveau énergétique, nous, on s'était calé à l'époque pour avoir de toute façon les financements de la région sur BBC Rénovation. Donc, on n'est pas en A ou en B, hein, mais on est pratiquement limite entre le B et le C au niveau consommation énergétique. Juste, j'ai oublié de dire, l'acoustique aussi était un point important, en fait, en dehors de l'énergie. Et on s'est aperçu que les bâtiments n'avaient pas tous été conçus de la même façon. On avait certains où on avait des dalles un peu plus généreuses. Hein. On se retrouvait avec 20 cm parce que 14 cm de dalle et 6 de chape, en fait, dessus. Donc ceux-là, impeccable, on arrivait au 20. Et par contre, on en a d'autres bâtiments où on n'avait plus que les 14. Hein, c'est avec l'évolution, en fait. Moi, je pense que c'était l'évolution des règles du béton armé qui ont changé entre le début de l'opération et la fin. On a fait des économies sur le béton. On est arrivé à des dalles plus minces. Donc, sur les derniers bâtiments, on est obligé de refaire, pour l'isolation, on a pris des faux plafonds très minces, mais on pouvait pas avoir de faux plafonds importants parce que vous avez les menuiseries de Candilis, on monte, c'est toute hauteur, donc on est pratiquement de dalle à dalle. Ouais. Bah oui, à cette époque, pas de réglementation acoustique. La première, c'est 69, je crois. Ouais, voilà, sur les épaisseurs de dalles qui régit. Les premiers bâtiments étaient les mieux construits d'un point de vue acoustique. Oui, j'ai une question sur la labellisation ACR. Puis c'est un projet de longue haleine. Est-ce qu'au-delà du coup de projecteur sur le projet et vos échanges avec notamment ministère de la Culture, ABF, etc., quels ont été les échanges sur un projet aussi long et les évolutions éventuelles dans ces échanges, pardon.
Alors, le projet, effectivement, comme je l'ai dit au tout départ, il a été monté, on était en mois de mai 2010, en gros. Hein. Donc, le projet qui devait démarrer d'Emmaüs a été arrêté, instance de classement, et donc l'ANRU, c'est l'ANRU qui a fait une sélection. Ils ont organisé une sélection de plusieurs intervenants. Nous, on intervenait souvent pour l'ANRU, mais plus sur des projets urbains. Au terme de cette sélection, on a été retenu, et ensuite, il y a eu un groupe de travail avec, à l'ANRU, mené par l'ANRU, avec le ministère de la Culture, donc il y avait une personne, avec l'ABF et avec l'USH. Voilà. Et en fait, tout le projet urbain a été mené avec ce groupe de travail. Alors, il faut savoir qu'au tout départ, on était, ce groupe de travail était un peu mal reçu par la ville de Bobigny et par Emmaüs Habitat, puisque le projet était pratiquement sur le point de se faire. Bon. Mais finalement, il y a eu l'intelligence, notamment de la directrice à l'époque d'Emmaüs et de la ville de Bobigny, de dire bon, allez, on rentre dans le jeu, on referme un peu notre projet, qui était un projet qui démolissait un peu au hasard, en fait, tous les bâtiments, et avec une réhabilitation cheap, en fait, qui était de dire on va redémolir tout petit à petit. Voilà. Donc les débats qui ont eu lieu sur les démolitions ont été réglés à ce moment-là, avec un petit différent. Moi, j'avais un bout que je voulais garder un peu plus, puis les dernières négos, bon, on fait. Et il y a eu l'accord de l'ABF et du ministère de la Culture pour un des bâtiments que moi j'aurais bien gardé. Voilà. Et ensuite, on a fait systématiquement, on allait voir l'ABF pour toutes les phases du projet, hein, depuis les différentes phases de la PS à la PD au Pro, et notamment sur les problèmes de colorimétrie où on a fait les essais in situ, l'ABF est venu, etc. Voilà. Et ça a été suivi tout au long du projet. Question ABF. Bonjour à tous. Oui, je voulais pas forcément poser une question, mais apporter quelques précisions justement sur les dialogues et disons, tractations qui se sont écoulées, puisque j'étais dans l'UDAP 93 au préalable, effectivement. Et en 2010, on a commencé avec Bruno Magoli, qui était le chef de service, et on a poursuivi ensuite en 2012 avec Sadia Tamelikash, que vous avez évoqué tout à l'heure. Et effectivement, le projet a pu aboutir aux alentours de 2020-2021 pour les acquisitions permis de démolir et permis de construire. Donc voilà, c'était un petit peu pour resituer le contexte. Et effectivement, les démolitions étaient très conséquentes, voire ça annihilait quasiment le projet de Candilis au tout début. Donc effectivement, et comme on n'est pas vraiment sous un régime de servitude, c'était beaucoup plus compliqué pour l'intervention de l'ABF qui a finalement été acceptée. On a pu s'imposer pour effectivement sauver, on va dire, le plus possible ce qu'il était possible de faire, puisqu'il y avait des bâtiments qui étaient vraiment dans un état... Donc le résultat des démolitions ont fait l'objet de compromis. C'est issu d'un compromis entre les différents acteurs pour pouvoir avoir le moins de casse possible, si je puis dire. Voilà. Juste pour bien comprendre, j'ai vu qu'il était indiqué 227 logements démolis. Je voulais comprendre si c'était de la démolition, donc il en resterait 123 si on fait la soustraction. Donc j'imagine que dans les 227 démolis, il y a les démolitions définitives, non reconstruites, et puis les réa ensuite, ou les reconstructions. Enfin, je sais pas, j'ai pas très bien compris. Alors, c'est les joies du déclassement. Ouais. Après, bon, au départ, il y a 700 logements sur cette opération.
dont 125 logements dans la 125 128 dans la tour. Le reste, c'est les opérations Mignon. Donc la réhabilitation nous a porté sur, au total, maintenant, avec mon déclassement de 20% des logements, on se retrouve avec 340, je crois, 340 logements Mignon, plus 125 logements dans la tour. Et sur la démolition et des constructions nouvelles dans l'opération, il y a eu du logement neuf qui a été fait par Badia Berger, voilà, sur le site. Et les démolitions concernent, donc, on est à peu près. Donc il y avait un bâtiment sur lequel il y avait vraiment un consensus parce que c'est lui qui permettait le désenclavement, etc. Celui-là ne posait pas de soucis. Et après, il y a effectivement le débat qu'on a pu avoir sur... Moi, c'était principalement sur un des bâtiments qui bordait la rue de l'Étoile, mais qui a fait l'objet effectivement de compromis. Et c'est un bâtiment de 80... Mme Beaubion, c'est 85 logements. C'était celui-là, en fait. Voilà. Donc, en fait, au total, sur le quartier où il y avait 700 logements, au total, avec les 100 logements neufs qui sont construits, plus à la place des démolitions, il y aurait 200 logements, on va avoir augmenté la densité, je crois, de 100 logements au total. Et comme on le voit, le carré rouge, qui était en fait un parking, en partie, et un peu un square, est devenu vraiment un square public. À l'échelle du quartier, quoi. Quartier, on peut revoir l'image, qui est devenu... là, on a créé un véritable square en plein milieu. Avant, c'était des voiries avec du parking et juste une partie en espace vert. Donc voilà à peu près les chiffres. Voilà. Merci beaucoup. Encore merci. Merci à vous tous.